Je voudrais donc, avant toute autre chose, vous dire solennellement ce soir que le Cameroun est un pays plus que jamais debout. Un pays un et indivisible, fier de sa diversité culturelle et jaloux de sa liberté. Un pays riche de ses hommes talentueux et entreprenants. Un pays doté de ressources importantes. Un pays regardant l'avenir avec confiance et détermination, décidé à relever les défis pour garantir le progrès social et la prospérité de tous. C'était donc le président de la République, Paul Biya, le 31 décembre 2016, dans son message à la nation. Dans les débats comme en politique, c'est la fin qui compte. Et la fin des débats du week-end au Cameroun, c'est sur la CRTV. Quand les intellectuels prennent position avec autorité et que les journalistes analysent l'actualité en toute liberté et avec une certaine témérité, c'est scène de presse, point final des discussions de la semaine qui s'achève et point d'interrogation sur celle qui commence. Dans cette édition, nos invités défilent au pas des arguments sur le boulevard de l'Unité nationale à 7 jours de la 46e fête nationale, placée sous le thème « Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère ». Dans un contexte marqué par des menaces asymétriques, comment préserver l'unité nationale et vivre ensemble dans la différence? Question posée à nos 4 invités sur le plateau de Scène de Presse. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur Scène de Presse. Prudence Chetabili, bonsoir. Bonsoir Romuald Ntui-Sengok. Toute la semaine, la CRTV a déployé son accordéon d'éditorialistes, à commencer par le directeur général Charles Ndongo. Tous ont parlé de manière anaphorique de la nécessité de préserver la paix au Cameroun et l'unité nationale. C'est une sonnette d'alarme? Un nouveau coup d'avertisseur, effectivement, Romuald Ntui-Sengok. L'essentiel de la communauté nationale est au courant de ce que risque le Cameroun avec le contexte sociopolitique actuel. Mais il se trouve encore quelques fausses, on va dire, quelques fausses bonnes idées qui pourraient donner l'impression aux uns et aux autres que les difficultés actuelles sont peut-être légères, sont forcément passagères, vont s'effacer très rapidement. Il était question pour la CRTV et ses éditorialistes, par la plume de ses éditorialistes, de rappeler aux gens que du sang continue d'être versé, que la peur continue d'être distillée, que des avenirs continuent d'être hypothéqués parce que, quoi qu'on dise, l'école ne fonctionne toujours pas à 100% normalement dans une partie du territoire. Et donc, au moment de célébrer la fête nationale, il était temps de rappeler aux uns et aux autres qu'au-delà des belles idées qu'on peut agiter dans les débats, il y a cette urgence-là sur laquelle il va falloir se pencher tous et chacun une bonne fois pour toutes. Et tout cela va se poursuivre la semaine prochaine. Professeur Wilbrod Zingwa, bonsoir et bienvenue sur Scène de Presse. Merci mon ami Raoul. Historien, politologue, vous êtes également spécialiste des questions de paix et de conflit. Alors la question que je voudrais vous poser d'entrée de jeu, le 20 mai 1972, qui a choisi cette date et dans quelles circonstances? Bon, je dirais que en entrant de jeu, le français que je veux parler serait un peu approximatif. Mais je vais interpeller des Camerounais à chercher à comprendre ce que je veux dire. C'est le vivre ensemble. Merci. Bon, quel contexte qui a choisi la date? C'est la politique. C'est les politiciens camerounais qui ont choisi la date. Et dans quelles circonstances? Bon, je dirais que le Cameroun, c'est une nation créée spécialement par la volonté des Camerounais de vivre ensemble.
Et des politiciens ont pensé que après des années de séparation entre des entités, je dirais des entités anglophones, bon, cette partie du Cameroun qui a été administrée par des Anglais et d'autres parties qui a été administrée par des Français, on a trouvé une réunification en 1961. Mais le président Ahidjo a jugé que cette fédération, parce que cette réunification était sur une base de la fédération, Ahidjo a trouvé que cette fédération était vraiment chère pour gérer, parce qu'on avait 4 assemblées. Disons, l'assemblée de Eastern House of Assembly, une autre de l'assemblée du Cameroun oriental, l'assemblée fédérale et the House of Chiefs. Donc il a trouvé que c'était un peu cher. Tout cela était bien lourd. Oui, bien lourd, et il a jugé que c'était temps que les Camerounais viennent plus ensemble pour vivre en unité. Donc il décide le 9 pour organiser un référendum le 20 mai. Pour que les Camerounais... Donc on a posé une question qui était vraiment clé pour que les Camerounais décident s'ils voulaient vivre en paix, sur un point de développement, pour que le Camerounais se sent à l'aise chez eux. Donc cette question a fait en ce que, je vais insister que c'est tous les politiciens des deux bords, donc de section anglophone, section francophone, qui ont battu campagne pour cette élection. Et les Camerounais ont décidé pour qu'on change le fédéralisme à l'unité nationale. C'est donc la décision du peuple souverain. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Également avec nous ce soir, Parfait Seki. Bonsoir. Bonsoir Romuald. Journaliste, vous êtes le secrétaire général de la section camerounaise de l'UPF, l'Union de la presse francophone. C'est ça. Dites-nous, Parfait Seki, au-delà de la narration, quel est le rôle que la presse a joué et continue de jouer dans la construction de l'unité nationale? La presse est un tamis. Elle tamise, on va dire, les extrémismes, les radicalismes, parfois même les fascismes, qui veulent occuper l'espace public par son entremise. La presse tamise. J'avais d'ailleurs pour preuve la comparaison qu'on peut faire aujourd'hui entre ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui est une sorte de presse sans tamis, qui est une sorte d'espace où chacun peut se mouvoir comme il veut, selon qu'il veut. Et regardez la violence des propos, regardez comment ils sont débridés, décomplexés. Et lisez la presse, regardez la télé, écoutez la radio. Et vous verrez qu'il y a fondamentalement une différence. Parce qu'il y a des professionnels qui ont régulé, tamisé, qui ont traité ce qui va être soumis au public. Et la presse a joué ce rôle qui me semble aller dans le sens de l'unité nationale. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle dépouille le discours de ses impuretés, celles qui peuvent permettre de porter atteinte à l'unité nationale, au vivre ensemble. C'est le rôle que la presse joue. C'est un rôle de catalyseur. De régulateur me semble être plus à propos. C'est un rôle de régulateur. Elle choisit ce qui peut arriver aux oreilles, aux yeux du public. Et ça me semble être un rôle central dans notre pays, dans l'histoire déjà, aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire que ce rôle a été toujours joué de façon parfaite? Non. Il y a, on le voit tous les jours, il y a des organes de presse qui ne jouent pas le jeu. On les critique aussi, d'ailleurs, et c'est tant mieux. Mais, de manière générale, c'est ce rôle de tamis que la presse a toujours joué et qu'elle va continuer à jouer. Notre quatrième invité est un sociologue, le professeur Armand Lekaïsomba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Yaoundé 1, directeur du laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines. Tout à fait. Je vais commencer par vous citer dans un article, une tribune libre précisément, commise il y a quelque temps dans Jeune Afrique. Vous soutenez que être camerounais,
c'est reconnaître que le Cameroun est le berceau de nos ancêtres, qu'il mérite le plus grand honneur et que son drapeau doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Cette écriture de l'identité, professeur Leka Essomba, correspond-elle à l'identité de la société camerounaise contemporaine? Oui, vous venez de citer un extrait qui n'est pas complet parce que le texte que vous citez, que j'avais commis il y a quelques mois à Jeune Afrique, allait beaucoup plus loin et indiquait qu'une autre dimension de l'identité camerounaise, c'est effectivement la capacité de se mettre en colère devant, lorsque effectivement des situations qui ne correspondent plus à cet extrait de l'hymne national, parce qu'en fait il s'agit, ces mots sont des extraits de l'hymne national. Aujourd'hui, il y a un malaise qui est perceptible, que personne ne peut nier, et qui fait que non seulement sur les réseaux sociaux, on a vu comment le drapeau qui est évoqué a fait l'objet de lacération. Aujourd'hui, on a introduit depuis quelques mois le terme de vivre ensemble dans la rhétorique publique et médiatique, et ce terme circule avec une forte prégnance, et ça a des implications, donc c'est révélateur effectivement de ce qu'il y a malaise. Et ce malaise est d'autant plus perceptible que on peut noter, alors même que le Cameroun avait fondé son identité ou sa distinction sur le fait que la paix sociale, l'unité était quelque chose, l'unité constituait toujours ce dogme. C'est un dogme politique que personne ne peut remettre en cause, ça a été évoqué tout à l'heure. Il y avait une forme de sacralisation de la paix sociale dans la rhétorique publique, c'était comme une rhétorique quasi consensuelle. Il faut remarquer que depuis pratiquement 2 ans, le Cameroun est devenu un peu banal. C'est-à-dire que dans un contexte où parfois dans la sous-région, des fratricides étaient en cours autour de nous, il y avait encore la possibilité, même dans des contextes de rareté monétaire et économique, il y avait encore la possibilité de s'appuyer sur cette distinction. Le Cameroun est un pays de paix, est un pays de stabilité. Boko Haram dans la partie septentrionale et la question anglophone sont venus modifier cette perception, et on a donc privé au discours public et au discours officiel la possibilité de s'appuyer sur ça, ce qui révèle effectivement que un malaise traverse notre histoire commune, et je pense que c'est pour ça que nous faisons ces discussions sur la problématique du vivre ensemble. Et nous parlerons, professeur Leka Essomba, nous parlerons de ce malaise-là dans la première partie de l'émission. Je voudrais vous proposer, avant de venir à cette thématique, d'évoquer un peu peut-être avec le professeur Diengwa quelques rappels historiques sur la route, la marche vers le référendum de 1972, du 20 mai 1972, et donc de l'avènement de l'État unitaire. Bon, je venais tantôt d'expliquer que en 1961, bon, disons que nous avons 2 entités, hein, disons ça clair, 2 entités internationalement reconnues par les Nations Unies, n'est-ce pas? 2 entités qui se réunissent avec des gouvernements différents, de langues, de spécificités différentes, avec des gouvernements, d'assemblées et de consorts. Ces peuples sont venus par la réunification sur des bases concrètes. Et ces bases concrètes, c'était une constitution fédérale, n'est-ce pas? Et cette constitution, je dirais, parce que nous devons trouver, nous devons mettre, si vous permettez, la base de ces malaises, n'est-ce pas? On a trouvé que progressivement, on devait quitter d'un point à un autre. Ça, c'est une évolution politique normale. Et on a arrivé, comme j'avais dit, en 1972, qu'on a pensé que le pays devait quitter d'un État fédéral à un État unitaire. Et je pense qu'il y a une évolution politique, mais la plupart du temps qui n'a pas respecté la base de la réunification. Je pense ainsi que c'est ça les bases aussi de ces malaises, l'origine de ces malaises que nous devrons regarder
pour parler de vivre ensemble, parce que selon moi, vivre ensemble, c'est quoi? On vit toujours ensemble. Depuis l'indépendance des Camerounais, vivre ensemble. Je dirais que ce slogan, c'est un slogan politique qui, de ma part... Rien de plus. C'est presque rien de plus, parce que nous vivons ensemble. Les Camerounais, de tous bords, vivent ensemble, n'est-ce pas? Les gens de mon village sont au sud, ils sont au nord. Les gens de votre village sont partout au Cameroun, donc des Camerounais. C'est pour cela que j'ai dit que la nation camerounaise, c'est une création de peuples camerounais qui ont voulu se vivre ensemble, n'est-ce pas? Et qu'on n'a pas pris ça, on a mal mené ce vivre ensemble. Je vais dire que vivre ensemble, c'est très facile, c'est très intéressant pour les gens que je vais appeler les bas peuples, n'est-ce pas? Parce que si vous sortez dans la rue, vous allez voir ce vivre ensemble. La vivre ensemble n'est pas cette vivre ensemble, pas des politiciens, n'est-ce pas? Parce que s'il y a de cadeaux publics, on va départager ces cadeaux comme les politiciens veulent. Ce que certains appellent le gâteau national. Oui, si on veut parler de gâteau national, c'est le politicien qui décide ce qu'il fait. Or, ça ne devait pas être le cas parce que nous voulons plutôt les institutions fortes, pas les politiciens forts. N'est-ce pas? Dans ce sens, on va dire que vivre ensemble, c'est des Camerounais doivent accepter. Ça ne devait pas être seulement des slogans. Ça devait être les pratiques sur le terrain, politiquement parlant, économiquement parlant et socioculturellement parlant. Et sur le plan pratique, donc, chez Tabilé, cette métaphore alimentaire, le gâteau national, Antoine Maringono en parle d'ailleurs dans son ouvrage « Les orphelins de la République ». C'est une expression très populaire au Cameroun depuis de longues années maintenant, j'allais dire depuis quelques décennies. Et c'est un problème réel? Un problème, le chroniqueur que je suis ne le voit pas ainsi, parce que au fond, tous les Camerounais semblent d'accord sur le fait que le patrimoine national devrait être géré de sorte que chaque individu puisse avoir la part dont il a besoin pour mener une vie décente. Donc le principe d'avoir à repartir de manière équilibrée les ressources qui existent, le principe d'avoir à prendre chacun la part de l'effort nécessaire pour agrandir ce gâteau, on est d'accord dessus, ce n'est pas ça le souci. Le souci aujourd'hui, c'est de deux ordres. D'abord, c'est cette part de, je continue à les appeler Camerounais aujourd'hui, même s'ils se désignent par une autre nationalité chère à leur cœur, c'est cette part de Camerounais qui ont pris le risque de revendiquer par la violence, c'est-à-dire de sortir des canaux de la revendication, des canaux de la négociation dans le cadre d'une république pour s'installer dans le terrorisme. Malheureusement, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ces exactions-là aujourd'hui. Ça, c'est la première facette du problème. L'autre facette du problème, c'est également la grande part de la population qui regardent en spectateur, qui ne se sentent pas interpellés, toutes ces personnes qui ne se sentent pas interpellées à titre individuel. Je rejoins là le regard du professeur Nzongwa sur ce qu'on appelle le vivre ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement les discours du président de la République ou les décisions du Premier ministre, c'est comment nous gérons chacun au quotidien ce que nous avons à gérer. Et comment on met en œuvre ces discours politiques. C'est comment nous recevons des usagers. Je suis journaliste au poste national de la CRTV. La première langue officielle que j'ai pratiquée, c'est le français, mais je reçois quotidiennement des gens qui ne parlent pas forcément aussi bien français que moi. C'est comment je les accueille, c'est comment je les mets à l'aise, c'est comment je leur rends service, et cela à tous les échelons, que ce soit le service public, que ce soit les services privés même. C'est les efforts que nous faisons les uns et les autres pour que chacun puisse se sentir à l'aise dans cette maison qui est la nôtre. Malheureusement, depuis le début de la crise, il y a eu de nombreux articles de presse, il y a eu des prises de parole de politiques, il y a eu des mesures qui ont été prises, y compris par le gouvernement, mais en dehors de réactions, de discussions sur les réseaux sociaux, une phrase à l'emporte-pièce ici ou là, on n'a pas encore l'impression que
l'ensemble de la communauté, l'ensemble des individus composant la communauté se rendent bien compte de la sévérité de la crise que traverse le pays et de la nécessité de s'engager à titre personnel. Parfait, Siki. En juillet 1961, la conférence de Fumban, il y avait déjà des discussions vives, ouvertes et en privé sur la répartition des ressources que devait gérer l'État fédéral. C'est Fumban le premier foyer des revendications et de la contestation? Non, je crois que c'est l'aboutissement. C'est d'ailleurs le professeur Magloire Rondois qui l'explique très bien. Ce n'est que l'aboutissement. Les discussions avaient commencé avant. Elles avaient eu lieu avant et que, en fait, on devait juste s'entendre finalement à Fumban. Mais moi, je suis, comment dire, je voulais quand même faire une petite comparaison. Il faut que dans notre esprit, quand on racontera cette histoire à nos enfants, qu'on leur dise que c'est 27 ans. La présence française et anglaise dans notre pays, au Cameroun, c'est 27 ans. C'est 1918 ou je crois 17, un peu avant la fin officielle de la Première Guerre mondiale, et puis 1947. C'est 27 ans qui pèsent sur notre avenir. Vous savez que le renouveau a plus de 27 ans, il a 35 ans. Donc le renouveau a d'ailleurs plus d'années de vie que n'a pu durer la période de colonisation franco-britannique. Mais les conséquences sont terribles. Elles sont terribles, c'est-à-dire que nous n'arrivons pas à nous reconstituer en tant que peuple que nous étions avant que n'arrivent ces Britanniques et ces Français. Pourquoi? Mais pourquoi? Nous sommes d'abord un seul et même peuple. Aujourd'hui, les revendications qui portent sur un héritage qui serait britannique, un autre qui serait français, un héritage francophone ou un héritage anglo-saxon, on peut débattre de cela. Je crois qu'on peut continuer à discuter, à échanger, à trouver des solutions en tant qu'anglophone ou en tant que francophone. On peut mener ce débat dans le cadre de la République. On peut trouver des réponses. Un pouvoir peut m'être, on va dire, inapte à apporter des réponses. Un autre y apportera des solutions. Mais on ne peut pas prendre des armes contre son propre pays. Ça me semble être une donnée difficile à intégrer. Votre voisin ne semble pas toujours d'accord avec vos développements, mais je pense que sur ces derniers points, tout le monde est d'accord, on ne peut pas prendre les armes contre la République. Ça, c'est incontestable. Oui, je voulais juste ajouter un dernier point, parce que quand il disait, le professeur, tout à l'heure, que à Idjo, quand il annonce ce référendum, je crois le 9 mai 1972, indique bien que ça pèse sur l'État, cette multiplicité d'institutions qu'il faut gérer. Il faut bien indiquer que Ahidjo dit dans ce discours que le budget de la partie anglophone du pays est essentiellement déficitaire. C'est-à-dire que malgré les ressources fédérales qui sont reversées à cette partie du pays, le budget est déficitaire. Et il faut donc que l'on essaie de trouver des ressources du côté francophone pour faire fonctionner le côté anglophone. Aïd, je pense que ce n'est pas normal, il faut mettre tout dans le même pot afin de mieux réguler et mieux gérer les ressources budgétaires publiques. C'était également la position de la Grande-Bretagne qui avait constaté effectivement cette fragilité. Nous allons revenir tout à l'heure parce que tous ces faits sont contenus, comme vous le savez, dans des livres d'histoire notamment, mais aussi de sociologie, de politique. Le livre était au centre de l'actualité cette semaine dans le cadre du Salon international du livre de Yaoundé sur le thème « Le livre, outil de consolidation de la paix et de l'unité », un thème fondateur qui épouse très bien les termes de ces débats et que je vous propose de revisiter dans ce zooming de Christian Bachegani.
Le salut du Cameroun n'a pas de prix et autour de cette cause, nul n'est de trop. Tous autant qu'ils sont, les acteurs de la chaîne du livre ont été conviés à jouer leur partition dans la construction de la nation par l'ensemencement de la paix et de l'unité entre les lignes de la poésie, le théâtre, la nouvelle, le roman, l'essai et l'épistolaire. Tout un programme. Le livre demeure jusqu'à aujourd'hui le dépositaire de tous les savoirs. Le livre est à la fois un objet et une vie. Chaque fois que les troubles sont arrivés dans un pays, c'est par la réflexion, c'est par le livre qu'on est arrivé à l'entente et au savoir-vivre. Face au déferlement des abjections et de la haine, face aux tares et avatars de la société et surtout face à la lancinante multinationale du crime, les aristocrates de la plume sont invités à épouser l'ère du temps. Quand moi je dédicace, par exemple, je livre, je dis, j'ai utilisé les armes miennes pour pouvoir apporter la paix. Parce qu'effectivement, normalement, c'est les fusils qui apportent la paix, hélas. Mais moi aussi, les plumes de la colère apportent aussi leur manière d'apporter la paix. L'engagement littéraire est donc une arme de réconciliation massive pour consolider le living together et penser les plaies hideuses de la division et de la guerre dans des récits qu'inspirerait le succès épique des forces armées, la restauration de l'état de droit sans faiblesse ni excès. Avant-gardiste, la fiction et l'essai ont déjà balisé la voie du vivre ensemble. Daniel Abois, ni anglophone ni francophone, tous camerounais, pour magnifier l'état unitaire. Gaston Kellman, contre la nuit des ombres, qui embouche les trompettes contre le chaos. John Kemkom Kemkasson, Across de Mongolo, pour ramener autour de la table des concitoyens en rupture de banc avec la République. Paul Biya, pour le libéralisme communautaire, une ode à la justice sociale comme le vin du vivre ensemble. Nous ne voyons pas un outil supérieur au livre pour construire le développement d'une communauté, l'unité d'une communauté et le sentiment, la conscience communautaire. La littérature comme ciment de la solidarité, ce soleil de la paix que voulait Senghor au zénith de tous les horizons, une catharsis du peuple qui se nourrit à la sève de la fraternité et des caprices imparables du destin. Vous regardez Scène de presse, c'est la conclusion des débats du week-end par la CRTV. Professeur Leka Essomba, quelle est la menace, on va dire, la plus pesante sur l'unité nationale aujourd'hui? Je crois qu'avant qu'on y aille rapidement, il faut peut-être revenir. Les questions que nous évoquons sollicitent beaucoup l'histoire. Et je crois qu'il ne faut pas saisir l'histoire de manière partielle, il faut la saisir de manière entière. En fait, je crois qu'à la base, ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il y a des bases objectives et subjectives pour fonder, si vous voulez, un peuple, ou pour constituer un peuple. J'insiste sur le terme de constitution. Il y a une population, puisque la population est une catégorie statistique et démographique. La population, c'est différent d'un peuple. Un peuple est une catégorie subjectivement fondée, bien sûr, qui s'appuie sur un certain nombre de bases objectives. Donc il y a une population et un territoire, sauf que les deux modalités de constitution d'un peuple, il y a une modalité qui s'opère par un choc interne. C'est-à-dire que les gens qui n'arrivent pas à s'entendre au travers de la guerre, etc., stabilisent l'idée que désormais, voici les circonstances qui peuvent faire qu'on avance. Bon, c'est ce qui s'est passé pour la plupart des pays en Europe, par exemple. Maintenant, il y a une modalité exogène. C'est ce qui s'est passé dans notre cas. C'est-à-dire qu'avant 1884, il n'existait rien sur la carte du monde qui s'appelle Cameroun. Dans le nom que nous portons, qui est devenu un patrimoine symbolique, personne ne peut s'en séparer aujourd'hui, c'est le fruit de l'étonnement d'un voyageur portugais. C'est-à-dire que Rio dos Camaroes, nous sommes des crevettes, nous avons assumé, camerounaises, etc., etc. Donc il y a une forte contrainte externe qui, en 1884, va mettre des communautés qui vivaient sur des anthropologies tout à fait différentes, avec des nuances, etc., etc. Et donc, il n'y aurait jamais eu l'épisode de 1916, c'est-à-dire que la perte par l'Allemagne de la Première Guerre mondiale, qu'il n'y aurait jamais ni de problème francophone ni de problème anglophone. On parlerait en ce moment l'allemand, on serait tous des élites germanophiles, on serait dans une communauté probablement avec la Namibie, le Togo et d'autres pays. Donc 1916, alors que l'Allemagne a un butin territorial qu'on lui a donné à la conférence de Berlin en 1884, ce butin territorial est partagé par
la société des nations. Et donc il y a une forte détermination externe à la base qui, dans le processus de constitution, donc en fait le Cameroun est une invention allemande quelque part pour forcer. Et ça c'est pour l'histoire, professeur Lekai Somba. Voilà, maintenant, très rapidement. Le grand danger aujourd'hui, la grande menace, c'est quoi? Alors aujourd'hui ce qui se passe c'est que les menaces se sont accumulées, c'est-à-dire qu'il y a eu des anomalies, il y a eu des nonchalances institutionnelles, il y a eu des paresses politiques qui se sont accumulées, ça a été évoqué. En 1961, il y a eu un référendum qui a installé une modalité fédérale de l'évolution du Cameroun. Ça a été dépassé en 1972 avec le référendum qui a été évoqué, dont le 20 mai. Et ensuite, le modèle de l'État unitaire a été donc accepté par l'ensemble des élites, comme l'a évoqué mon collègue le professeur Zengwa. Plus tard, sauf que dans ce processus, en fait, où les élites des deux côtés du fleuve Mungo se sont entendus, ils se sont entendus dans un contexte, il faut bien le préciser, particulier, c'est-à-dire que le temps du monde de l'époque, à la guerre froide, dans le temps politique local, c'était la dictature. Le référendum qui est organisé, en réalité, les élites ont tout simplement demandé à des populations s'ils acceptaient, oui ou yes, que le Cameroun soit un État unitaire. Et donc, lorsqu'on avance, c'est une métaphore pour dire qu'en fait, il n'y a aucune élection dans le contexte d'un État dictatorial où il y a eu en réalité une véritable... Donc, oui ou yes, c'est une métaphore pour dire qu'en fait, les élites étaient d'accord qu'on aille, voilà, donc qu'on aille vers le modèle de l'État unitaire. Maintenant, il faut savoir que dans le contexte de la démocratisation a eu pour effet, disons, d'ouvrir des cicatrices qui avaient été parfois hypocritement managées. C'est des problèmes parfois au sein même soit des élites anglophones entre elles. Et au-delà de ça, il y a eu d'autres phénomènes. Vous savez que le Cameroun de 1972 s'appelait la République unie du Cameroun. Et donc lorsque cette mention de la République unie du Cameroun, par exemple, sera abolie par un décret, je crois, en 1987, certaines élites anglophones vont s'inquiéter en se disant, mais la République du Cameroun rappelle fort, paradoxalement, l'ancienne République orientale, donc la République française. Donc il y a eu beaucoup de processus, des phénomènes de frustration qui ont réveillé des cicatrices coloniales qui étaient mal gérées. Et donc en réalité on se retrouve devant des phénomènes comment on va dire, de gouvernance qui se compliquent. Mais le plus important c'est que en fait ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les manifestations contemporaines de cette crise aujourd'hui, en fait pour ma part traduisent une question sociale, mais qui en fait se greffe sur une question identitaire. La question sociale au Cameroun est transcommunautaire, sauf que nous sommes dans un cycle politique et culturel où nous sommes désormais incapables, en réalité, de mobiliser les gens à partir de la question sociale. La facilité fait que on peut plus facilement mobiliser des gens parce qu'ils sont tous anglophones ou parce qu'ils sont tous du Nord, du Grand Nord, comme on dit au Cameroun, ou parce qu'ils sont tous de l'Est. Et donc, la communautarisation des rapports sociaux, l'ethnicisation des rapports sociaux, qui est une conséquence paradoxale de la démocratisation, va réveiller des anciens contentieux et va donc cristalliser ce processus. Et si vous ajoutez à ça ce que je considère comme le moment précis que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes à la veille d'un moment que j'appelle le moment de crue politique. C'est-à-dire qu'on perçoit bien que avec des élections qui sont des grandes élections qui même d'une manière ou d'une autre, les gens ont l'impression que nous sommes à la fin d'un cycle politique et d'autres grandes interrogations sont donc soulevées. Le cycle politique, c'est qu'on a l'impression que au nom des lois de la biologie, etc., quelque chose pourrait se passer. Ça va se passer quand personne ne sait. Et on commence, donc, un certain nombre d'entrepreneurs politiques essaye donc de remettre sur la table des contentieux qui n'avaient pas vidé. Ça prend donc la forme de tout ce qu'on voit, ça réveille des fièvres, ça accélère un certain nombre de critiques et ça fait que nous sommes devant une crise qu'on croit être... En fait, c'est une crise de constitution qui arrive, j'allais presque dire, ce sont des conséquences lointaines d'une crise de constitution. Crise de constitution au sens où un peuple se constitue et la constitution, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à une même communauté, est un sentiment qui se construit, qui s'entretient
Et lorsqu'il ne s'entretient pas sur la base d'un certain nombre d'opérations qui sont institutionnelles, qui sont des modalités d'intégration des hautes élites, etc., ça débouche donc sur des processus comme ce que nous assistons aujourd'hui. Et vous me demandez avec les grandes menaces. Séparatismes. Et ce que vous... précisément, la grande menace aujourd'hui, parce que on a tendance à comparer la menace Boko Haram à cette autre menace. Mais ce sont des menaces tout à fait... rapidement, la grande menace aujourd'hui, c'est la militarisation de l'adversité politique. C'est-à-dire que cette affaire s'est achevée en 1971, c'est-à-dire que le cycle où une guerre civile menaçait de faire imploser la communauté qui se constituait. Boko Haram est perçu comme une menace externe. Mais là, il s'agit, disons, d'un projet de divorce où l'adversité politique, alors que dans un contexte de civilité des rapports, on doit débattre, on doit discuter, on doit faire des manifestations. Mais là, à un moment donné, des Camerounais, d'autres Camerounais décident de prendre des armes et de régler par des armes, disons, un contentieux qui est... Donc ça, c'est la plus grande menace pour moi. C'est-à-dire que lorsqu'une armée est parfois obligée de tirer sur des personnes qui sont considérées comme des concitoyens. Donc la guerre civile, c'est pour ça que nous n'en sommes pas encore là, mais nous n'en sommes pas si éloignés. Et donc pour ma part, la plus grande menace qui pèse sur nos vies, parce que c'est des cicatrices qui vont être transmises de génération à génération et qui risquent d'alimenter des haines et des projets de fratricide beaucoup plus élevés encore. Et ça, c'est pour le côté pratique. Je voudrais qu'on revienne peut-être sur le discours par Fesiki, le discours politique notamment. L'écriture des mémorandas, quelle a été sa contribution dans tout ce que nous observons aujourd'hui? Bon, ils ont aidé à porter des revendications. Elles n'étaient pas identitaires, c'est vraiment des revendications locales, des revendications régionales. Moi, je me rappelle le mémorandum, par exemple, du Grand Nord a fait bouger une ou deux lignes, a permis à quelques personnalités d'entrer dans un gouvernement de façon inespérée. On a vu le mémorandum de l'Est, ce qu'il a pu faire pour certaines personnalités. Mais jusqu'ici, ils n'ont pas vraiment, ces mémorandums, provoqué une, on va dire, une cassure, une méfiance, la cristallisation de certaines, on va dire que, de certaines méfiances des uns vis-à-vis des autres, non, ou bien d'une certaine agressivité, une certaine offensive des uns vis-à-vis des autres. Non, je n'ai pas perçu ça. Moi, j'ai perçu ça comme étant d'une attitude normale d'une population qui veut s'exprimer, qui se regroupe, qui exprime de façon pacifique, avec ce discours écrit, hein, qui est mis à la disposition de la nation, parce que ce ne sont pas en même temps des lettres qui sont envoyées au chef de l'État. Non, ce sont des contributions, des propositions, des requêtes qui sont publiquement exprimées afin que toutes les communautés du pays y aient accès, lisent et se rendent compte que à l'Est, il y a un problème de sous-scolarisation, il y a un problème, on dit aussi de marginalisation, il y a un problème de pauvreté. Nous sommes tous d'accord. D'ailleurs, quand vous entendez nos frères anglophones s'exprimer, pour beaucoup, nous sommes d'accord avec ce qui est dit, les revendications qui sont portées, les plaintes qui sont exprimées, on est d'accord. Ceux du Grand Nord aussi, on était d'accord. Donc il y a effectivement un problème de gouvernance, il y a des situations qu'on peut décrier, qu'on peut même corriger, qu'on ne corrige pas toujours. Les gens ont le droit de se plaindre. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à s'exprimer, que le pays s'exprime, c'est la vitalité, la vie sociale. Je parle à côté d'un sociologue, il faut que les peuples vivent, les communautés vivent, les sociétés vivent, et ce n'est pas des mémorandums, pas des revendications, parfois de rue, etc., que les populations s'expriment. Et moi, je pense que le fait qui est gênant, c'est quand on militarise tout ça. C'est-à-dire quand on tue, quand des vies sont ôtées.
pour une revendication, alors je crois que quelque chose s'est cassé et que le combat doit être perdu. En parlant de vie perdue, le Cameroun a perdu beaucoup d'hommes dans le Grand Nord depuis les premières attaques de Boko Haram en 2014. C'est une guerre, professeur Dengwa, qui ralentit quand même l'action et l'activité de l'État, qui aurait consacré ses ressources et ses énergies à la promotion, on va dire, de cette unité nationale et à la redistribution même d'un certain nombre de fruits issus même de la croissance. Bon, merci beaucoup pour votre question. Je vais répondre autrement. Vous voyez, nous sommes dans une période de crise. Vous avez posé une question, la menace actuelle. Je vais souligner, je vais insister que la menace dans notre crise, c'est le refus persistant de l'existence de ce problème. La plupart des gens qui font des analyses sur les plateaux de CRTV ne veulent pas attaquer, aborder le problème comme se doit. Vous êtes sur la CRTV. Mais quel est le problème? Il y a le problème qui est clair. Quand on compare ces peuples avec peut-être les revendications de Grand Nord, les revendications de l'Est, c'est le refus persistant de comparer. Nous avons dit à l'entrée du jeu que c'est des entités différentes. Je suis d'accord avec le professeur, mon collègue, quand il retrace l'histoire. Parce que les gens disent, bon, le Cameroun, c'était un... Le Cameroun n'a jamais été un. Comme il a analysé, quel Cameroun, n'est-ce pas? Nous avons dit que le Cameroun, c'est la volonté des entités différentes de vivre ensemble, n'est-ce pas? Et il y a eu la base de cette vivre ensemble, c'est la Constitution de 1961. Disons clairement que cette Constitution n'a pas été respectée. Et respectons les clauses de cette Constitution. Nous avons des articles clés. Article 1, article 9, article 10, article 18, article 47 de la Constitution fédérale qui n'a pas été respecté. Il a évoqué le problème de changement de nom. Aujourd'hui, nous sommes sortis du fédéralisme, professeur Dengwa. Tout à fait. En sortant de ce fédéralisme, nous devons tenir compte des Camerounais, des spécificités différentes, n'est-ce pas? On a parlé de terroristes, on a parlé de... Les gens ne doivent pas porter les armes contre la République, n'est-ce pas? Pour moi, c'est un peu... on blague, on est en train de blaguer. Il n'y a personne qui a le droit de tuer une autre personne. Et je vais souligner, la République, c'est qui? C'est les gens qui font la République. L'armée n'a pas le droit de brûler des villages. L'armée n'a pas le droit de tuer les civils. Les civils n'ont pas le droit... en condition de défense de la sécurité et de l'intégrité du territoire. Les civils n'ont pas le droit d'attaquer aux républiques. N'est-ce pas? De deux côtés, personne n'a pas le droit d'attaquer. N'est-ce pas? On a parlé de revendications. Je vais souligner, 1964, le professeur Bernard Follon a fait une revendication. N'est-ce pas? Il y a eu un mémorandum. Cette vivre ensemble ne marche pas. Il est en cours. Nous sommes en 64, en tant que nous sommes dans le fédéralisme. Et il dit, le vivre ensemble ne marche pas. 84, les élites du nord-ouest et du sud-ouest qui vivaient à Douala ont fait des mémorandums. Je vais dire, il y a des tonnes et des tonnes de mémorandums. C'est cette tonne de mémorandums qui a fait en ce qu'en 93, quand on voulait réviser la Constitution, quand on a dit, bon, vous, les anglophones, avez des spécificités différentes. Allez, faites des propositions. C'est pour cela que ces anglophones ont tenu le All Anglophone Conference à Buea. Ils ont proposé la forme de l'État. Ils ont dit, voici notre proposition. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas respecté ça. Quand on change le nom du Cameroun et le Cameroun devient la République du Cameroun, ces anglophones ont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit la République du Cameroun s'est sécédée de territoire anglophone, soit ils ont assimilé. Je vais dire quelque chose en sortant. Ce n'est pas ce que je dis maintenant. En 30 secondes, professeur. Nous devons, ensemble, comme Camerounais, regarder l'œil
sur l'œil pour dire ça ne va pas ici, ça ne va pas ici, et nous devons trouver les solutions ensemble. Autrement dit, dialoguer. On doit dialoguer, mais je regrette. Nous commençons à parler des solutions, professeur Diengwa. Oui. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je voudrais en 1 minute demander à Cheta Bilé d'évoquer peut-être la montée du discours, on va dire, tribal ou tribaliste dans les médias, notamment dans les réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, j'entendais Parfait Siki à un moment dire que c'est une sorte de presse. Non, Parfait est bien gentil avec les réseaux sociaux, c'est pas la presse et le discours. En fait, les réseaux sociaux, c'est un espace aussi public que les bistrots, que les places de marché, où les uns et les autres ont le droit, voilà. Où les uns ou les autres ont le droit de s'exprimer et n'appliquent pas forcément les règles qui s'appliqueraient aux médias plus conventionnels. Et ils ne sont pas, ce n'est que le thermomètre de la montée de ce type de propos et de réflexion que vous évoquez, Romuald Tuisengok, parce que il faut tout de même reconnaître que le modèle de gestion de la collectivité jusqu'ici a peut-être montré un souci beaucoup trop appuyé d'équilibre sociopolitique, c'est-à-dire que dans les décisions politiques qui sont prises, dans la manière de gérer les affaires au quotidien, on a insisté sur cette manière de faire qui veut qu'on prenne en compte les gens en fonction de leurs origines, en fonction des régions du pays. C'est une spécificité. C'est simplement, le trait est un peu plus forcé aujourd'hui parce qu'il y a cette facilité de s'exprimer, étant bien tranquille dans son bureau ou chez soi et de dire tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas là que ce type de discours a pris sa source. Dans les réseaux sociaux, ça existait déjà un peu avant, on a évoqué les mémorandas tout à l'heure qui sont aussi un symptôme de cette manière de voir qui, il faut le dire, nous a bien arrangé les uns et les autres à un moment pour les concours, d'entrée dans les grandes écoles, pour la répartition des écoles, pour la répartition des centres de santé. On était tous plus ou moins d'accord sur le fait qu'il faut s'assurer que les tels aient ceci, que les tels autres aient, et qu'on fasse des calculs, des évaluations quasiment arithmétiques. Donc on ne va pas s'étonner que le discours prenne la tournure qu'on observe aujourd'hui. Maintenant, tout l'effort, et vous disiez qu'on allait embrayer sur les solutions, tout l'effort aujourd'hui consiste précisément à trouver le moyen d'endiguer ou d'encadrer ou d'accompagner ce phénomène qui commence à lézarder le vivre ensemble pour éviter qu'on en arrive à l'érosion totale de tout cela. Nous allons évoquer ces mesures et ces solutions possibles tout à l'heure. Les réseaux sociaux dont vous avez parlé sont beaucoup fréquentés par les jeunes de manière majoritaire et le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique était à Kété, c'est dans l'est du Cameroun cette semaine, pour procéder au lancement des activités marquant dans la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité. Et nos équipes ont posé 2 questions au ministre à son retour, le ministre Monuna Fotso. Quelles sont les mesures que l'État prend pour que le Cameroun ait une jeunesse responsable et citoyenne? Nous allons l'écouter et le regarder dans ce focus. Tous les programmes d'éducation scolaire universitaire concourent à cet objectif de construire un citoyen ancré dans sa culture et ouvert au monde. Un citoyen responsable qui est pleinement accompli pour participer au développement de sa nation, mais également dans le domaine extrascolaire pour ceux des jeunes qui sortent du système scolaire universitaire et dont nous avons la charge. Des programmes d'éducation civique existent, c'est pourquoi nous avons toute une stratégie nationale d'intégration nationale. Nous avons un programme d'éducation civique qui est mis en œuvre aussi bien dans les clubs d'éducation civique et d'intégration nationale qui sont créés en milieu scolaire
scolaires, universitaires, extrascolaires, parce qu'à travers les activités post et périscolaires, mais également dans les villages et quartiers. Et nous avons, pour intensifier cette action d'éducation civique, mis en place aujourd'hui ce que nous appelons les équipes mobiles d'animation populaire urbaine et rurale, pour intensifier cette éducation civique et surtout ajouter la dimension éducation populaire. Il faut penser à la jeunesse scolaire et universitaire. C'est pourquoi nous avons lancé les Olympiades du Vivre Ensemble camerounais, qui sont cette fois des concours organisés dans les établissements scolaires universitaires et de formation professionnelle pour également promouvoir cet esprit de vivre ensemble, surtout aider les jeunes à maîtriser l'histoire du Cameroun, cette marche vers l'unité et l'intégration nationale. Parce que quelquefois, les entraves à la promotion de vivre ensemble harmonieux ou à l'unité et à notre intégration nationale proviennent de l'ignorance, proviennent de l'insuffisante maîtrise, n'est-ce pas, de la construction de cette unité et de cette intégration nationale. Donc il faudrait que notre jeunesse scolaire et universitaire soit pétrie de cette marche-là qui a abouti aujourd'hui à notre intégration nationale, et il faut qu'il soit jaloux de cette démarche-là pour que à jamais cette unité soit consolidée. Vous regardez Scène de presse sur la CRTV. Avant de poursuivre et même de clore ce débat, mesdames et messieurs, je voudrais vous proposer de prendre rapidement des nouvelles de la presse demain. Qu'est-ce que vous trouverez dans les kiosques? Agnès Solange Abessolo est en poste depuis le nodal central. Nous allons lui poser la question. Agnès Solange, bonsoir. Qu'est-ce que la presse dira demain dans les unes? Bonsoir Romuald, madame, monsieur, tout le plaisir est le mien. Alors, c'est avec économie que la presse se prononce, Romuald, la plupart étant encore sous répartiteur. Alors, pour autant, intégration remet au goût du jour le sommet conjoint Communauté économique des États de l'Afrique centrale et Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Après 3 ans d'atermoiement et d'hésitation, souligne donc intégration. Les dossiers sur la table des chefs d'État restent d'actualité. CEAC-CEDEAO, les dossiers d'un conseil de guerre, pouvez-vous lire en titre donc. Le financier d'Afrique penche sur les difficultés du secteur des assurances au Cameroun en grande une avec un taux de pénétration d'au moins 2%. Explique le journal, le secteur de la finance souffrirait donc d'un manque de confiance, de l'ignorance des populations et de la cybercriminalité. Comment? Explication en page 6 de votre journal. Je vous avais prévenu, Romuald, voilà pour ce que nous avons reçu ce soir. Rendez-vous donc en kiosque pour le reste, Cameroun Tribune, Mutation et les autres. Bonsoir. Rendez-vous pris. Agnès Solange, bonsoir. Messieurs, je vous retrouve, madame, pour conclure ce débat, parce que le réalisateur Ferdinand Omba me fait savoir qu'il nous reste 5 minutes. 5 minutes pour esquisser quelques solutions, quelques suggestions. D'abord, professeur Leka Somba, y a-t-il ou alors faut-il autant de solutions que de problèmes? Parce que les problèmes que nous avons évoqués autour de cette table sont si nombreux. Oui, je crois que quelque chose avait été engagé à partir de 1996, lorsqu'on a compris que la constitution anthropologique de notre société prédisposée à des institutions politiques beaucoup plus décentralisées. Et je crois que si on n'avait pas hésité à accélérer ce processus, beaucoup de choses qui sont survenues ces derniers jours et ces derniers mois, ces dernières années ne seraient pas arrivées. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a un consensus sur le fait qu'il faille accélérer le processus de décentralisation. Parce que décentraliser veut dire aussi décentraliser les colères, décentraliser les problèmes, décentraliser les solutions. En deuxième lieu, c'est quand même très important de dire qu'il faut travailler sur la pédagogie des mots et des discours. Il faut que les élites qui prennent la parole sortent d'un côté comme de l'autre d'un sentiment de francophobie ou d'anglophobie. C'est très important parce qu'il s'agit là des catégories qui certes appartiennent
à la constitution historique de notre identité, mais qui ne résume pas notre identité. Il faut continuer de rappeler que, contrairement à ce qu'on croit, le Cameroun a commencé en 1884, en réalité, et que c'est dès 1884, il y a eu des épisodes. Il ne faut pas isoler un épisode de cette histoire et en constituer la genèse exclusive. Enfin, il est très important d'observer que, et là, et pour moi, c'est parce que la militarisation de l'adversité politique, ça n'a rien à voir avec le fait que des militaires... La militarisation de l'adversité politique veut dire que les communautés, au sein de la communauté politique, on ne croit plus aux instruments civils de régulation des problèmes. Donc d'un côté comme de l'autre, on ne croit plus qu'on peut discuter, dialoguer et résoudre de manière civile les problèmes. Et donc j'achève en disant que, en fait, dans l'histoire récente de l'Afrique, partout où l'intention séparatiste a voulu prendre la figure d'une utopie, il s'est transformé en une tragédie où des gens ont perdu la vie sans raison. Et donc il faut travailler en disant que cette communauté politique qui s'est constituée avec ses difficultés, avec ses aspérités, le Cameroun continue d'être un projet. Il faut travailler à ce que ce projet s'améliore tous les jours, et c'est le travail des élites. Et peut-être que le grand travail de cicatrisation des plaies qui se sont accumulées depuis quelques années, il faut le craindre, appartient peut-être à une autre génération. Parfait, c'est qui? Comment vivre ensemble dans la différence? D'abord, je voudrais dire que le problème anglophone qui est prégnant ici n'est pas le seul qui menace l'unité nationale. Nous avons évoqué la montée du tribalisme qui est de plus en plus décomplexé, qui s'exprime à travers notamment, comme Chetal disait, les réseaux sociaux. C'est une vraie menace. On est même en train d'assister à une politisation, à une récupération politique de ce tribalisme-là. Et c'est une menace qui est encore, on va dire, tendre, mais qui peut rapidement grandir et être un vrai problème. Et maintenant, moi, pour la question anglophone, la solution, comment est-ce qu'on peut d'ailleurs l'identifier? Parce que au fur et à mesure que vous changez d'interlocuteur, vous entendez un discours différent de ce que effectivement les anglophones veulent. Il y en a qui veulent leur propre pays, il y en a qui veulent le retour au fédéralisme, il y en a qui demandent une décentralisation effective, réelle, pour un vrai transfert de compétences et de moyens. C'est davantage vers cette deuxième voie qu'il faut aller. C'est pour ça que je suis incompétent à pouvoir dire quelle est la voie de sortie. Si c'est vers cette voie qu'il faut aller, on arrête avec les armes. On arrête de faire la guerre, pour dire ainsi. De part et d'autre. Oui, de part et d'autre. C'est-à-dire que on ne tue plus les militaires, et les militaires n'ont plus à tuer les civils. On arrête. Mais tant que cette partie de la guerre existe toujours, ça veut dire qu'il y a, du côté anglophone, une partie qui pense qu'il faut créer un État distinct. Et donc, pour moi, ça ne peut pas être la solution. Ça ne peut pas être la solution. Et je suis d'accord avec le professeur Leca. Le Cameroun n'existe pas avec le Cameroun britannique et le Cameroun français. C'est pas possible. Le Cameroun existe en tant que une entité depuis 1884. On l'a appris à l'école. Il existe comme ça et on était un seul et même peuple. D'ailleurs, plus grand que le Cameroun actuel. Certains autres sont partis avec les aléas de l'histoire. Mais on ne peut pas dire. Non, j'en ai terminé d'ailleurs. Alors, chez Tabilé, les jeunes, dans tout cela, que doivent faire les jeunes? Que peuvent faire les jeunes pour préserver cette unité nationale chèrement acquise? Exactement ce que devraient faire tous les citoyens, y compris les plus âgés, investir chacun
dans l'amélioration du vivre ensemble. Mais puisqu'on parle des solutions, moi j'ai un regard très appuyé du côté des solutions institutionnelles. Par exemple, la commission, dans la presse on aime bien l'appeler la commission Moussongé, qui a été mise en place il y a quelque temps maintenant et dont on regarde le déploiement et dont on attend vraiment impatiemment les premières solutions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si notre communauté est composée de la manière la plus diverse, on parle de plus de 200 ethnies chez nous, il y a quand même qu'il y a une communauté francophone, une communauté anglophone, et que depuis le retour de ces deux communautés sous le giron du même État, il y a un certain nombre de démarches qui avaient été annoncées, qui ont été menées, certaines avec beaucoup de mollesse, d'autres pas du tout, et qui auraient permis de résorber une bonne partie des revendications entendues aujourd'hui. Donc il y a des solutions à mettre en place pour une meilleure assomption du caractère francophone-anglophone de notre État. On ne pourra pas en faire l'économie, il faudra trouver des solutions pour le gérer, y compris dans la vie politique. Mais au-delà de ça, c'est l'ensemble des autres institutions qui est interpellé par la nécessité de mettre en place un développement plus puissant pour que les uns et les autres puissent avoir, je le disais au début de ce débat, une existence une meilleure existence au sein de la communauté nationale. Tant qu'on aura besoin de routes, on aura besoin de ponts, on aura besoin d'écoles, on aura l'impression de n'être pas suffisamment représenté ici ou là, il y aura des revendications qui ne seront pas forcément les revendications des anglophones, mais qui seront une menace à la cohésion nationale. Professeur Dengwa, vous avez beaucoup évoqué et développé le dialogue durant vos prises de parole. Ce serait la solution aujourd'hui? Oui, j'ai toujours évoqué que c'est la crise camerounaise, donc cette crise anglophone, moi j'appelle la crise camerounaise. C'est une crise créée par des Camerounais. Et des Camerounais peuvent résoudre cette crise s'ils veulent bien le résoudre par le dialogue. Je vous en prie, on attend dialoguer. Tous les conflits finissent toujours par le dialogue. Mais au Cameroun, on dit qu'on ne peut pas dialoguer avec ces sécessionnistes. J'ai dit c'est à tort. Puisqu'on a négocié avec le Boko Haram, on a dialogué avec les putschistes de 1984 au Cameroun. Corée du Nord, Corée du Sud, on ne pouvait pas imaginer qu'ils pouvaient dialoguer. Donc, les Camerounais doivent dialoguer. Je vais dire un dialogue franc. Dialogue, selon moi, veut dire que chacun doit quitter de son point original, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas que dans ces dialogues, il y a des gens, je vais dire, les politistes contre les non-politistes, les anglophones contre les francophones. Il faut un dialogue franc, pas des Camerounais. Et je vais dire que nos militaires sont suffisamment compétents, n'est-ce pas? Ces militaires même peuvent mener ces dialogues. C'est-à-dire on peut laisser les armes à côté et engager le dialogue avec les gens. Je dis même ces militaires qui sont dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Ils peuvent, ils ont des compétences. Parmi eux, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui ont fait dans les crises et conflits. Donc ils peuvent engagés dans ce genre de conflit. Et mon ami a dit quelque chose, que changer des gens avec lesquels on discute, on change aussi de point de vue, on ne comprend plus rien. J'ai dit, laissez ces gens, appelés les anglophones, de tenir une réunion entre eux, ce sont des Camerounais. Quand j'entends des gens dire ce sont des Camerounais, moi je dis non, c'est des Camerounais qui se revendiquent des choses claires, n'est-ce pas? Laissez-les tenir une réunion entre eux pour décider ceux qui vont parler à leur nom. Le générique, c'est ça, est déjà lancé. Le générique est déjà lancé. C'est le générique de fin de cette édition de Scène de Presse. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Cheta Bilé, professeur Leka Isomba, professeur Wilbrod Dengwa et Parfait Siki d'avoir accepté de prendre part à ce débat important sur l'unité nationale du Cameroun. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé Scène de Presse. Bonsoir.
puisse avoir la part dont il a besoin pour mener une vie décente. Donc le principe d'avoir à repartir de manière équilibrée les ressources qui existent, le principe d'avoir à prendre chacun la part de l'effort nécessaire pour agrandir ce gâteau, on est d'accord dessus, ce n'est pas ça le souci. Le souci aujourd'hui, c'est de deux ordres. D'abord, c'est cette part de, je continue à les appeler Camerounais aujourd'hui, même s'ils se désignent par une autre nationalité chère à leur cœur, c'est cette part de Camerounais qui ont pris le risque de revendiquer par la violence, c'est-à-dire de sortir des canaux de la revendication, des canaux de la négociation dans le cadre d'une république pour s'installer dans le terrorisme. Malheureusement, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ces exactions-là aujourd'hui. Ça, c'est la première facette du problème. L'autre facette du problème, c'est également la grande part de la population qui regardent en spectateur, qui ne se sentent pas interpellés, toutes ces personnes qui ne se sentent pas interpellées à titre individuel. Je rejoins là le regard du professeur Nzongwa sur ce qu'on appelle le vivre ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement les discours du président de la République ou les décisions du Premier ministre, c'est comment nous gérons chacun au quotidien ce que nous avons à gérer. Et comment on met en œuvre ces discours politiques. C'est comment nous recevons des usagers. Je suis journaliste au poste national de la CRTV. La première langue officielle que j'ai pratiquée, c'est le français, mais je reçois quotidiennement des gens qui ne parlent pas forcément aussi bien français que moi. C'est comment je les accueille, c'est comment je les mets à l'aise, c'est comment je leur rends service, et cela à tous les échelons, que ce soit le service public, que ce soit les services privés même. C'est les efforts que nous faisons les uns et les autres pour que chacun puisse se sentir à l'aise dans cette maison qui est la nôtre. Malheureusement, depuis le début de la crise, il y a eu de nombreux articles de presse, il y a eu des prises de parole de politiques, il y a eu des mesures qui ont été prises, y compris par le gouvernement, mais en dehors de réactions, de discussions sur les réseaux sociaux, une phrase à l'emporte-pièce ici ou là, on n'a pas encore l'impression que l'ensemble de la communauté, l'ensemble des individus composant la communauté se rendent bien compte de la sévérité de la crise que traverse le pays et de la nécessité de s'engager à titre personnel. Parfait Siki. En juillet 1961, la conférence de Fumban, il y avait déjà des discussions vives, ouvertes et en privé sur la répartition des ressources que devait gérer l'État fédéral. C'est Fumban le premier foyer des revendications et de la contestation? Non, je crois que c'est l'aboutissement. C'est d'ailleurs le professeur Magloire Rondois qui l'explique très bien. Ce n'est que l'aboutissement. Les discussions avaient commencé avant. Elles avaient eu lieu avant et que, en fait, on devait juste s'entendre finalement à Fumban. Mais moi, je suis, comment dire, je voulais quand même faire une petite comparaison. Il faut que dans notre esprit, quand on racontera cette histoire à nos enfants, qu'on leur dise que c'est 27 ans. La présence française et anglaise dans notre pays, au Cameroun, c'est 27 ans. C'est 1918 ou je crois 17, un peu avant la fin officielle de la Première Guerre mondiale, et puis 1947. C'est 27 ans qui pèsent sur notre avenir. Vous savez que le renouveau a plus de 27 ans, il a 35 ans. Donc le renouveau a d'ailleurs plus d'années de vie que n'a pu durer la période de colonisation franco-britannique. Mais les conséquences sont terribles. Elles sont terribles, c'est-à-dire que nous n'arrivons pas à nous reconstituer en tant que peuple que nous étions avant que n'arrivent ces Britanniques et ces Français. Pourquoi? Mais pourquoi? Nous sommes d'abord un seul et même peuple. Aujourd'hui, les revendications qui portent sur un héritage qui serait britannique, un autre qui serait français, un héritage francophone ou un héritage anglo-saxon, on peut débattre de cela.
Je crois qu'on peut continuer à discuter, à échanger, à trouver des solutions en tant qu'anglophone ou en tant que francophone. On peut mener ce débat dans le cadre de la République. On peut trouver des réponses. Un pouvoir peut m'être, on va dire, inapte à apporter des réponses. Un autre y apportera des solutions. Mais on ne peut pas prendre des armes contre son propre pays. Ça me semble être une donnée difficile à intégrer. Votre Et je voulais juste pas toujours d'accord avec vos développements, mais je pense que sur ces derniers points, tout le monde est d'accord, on ne peut pas prendre les armes contre la République. Ça, c'est incontestable. Oui, je voulais juste ajouter un dernier point, parce que quand il disait, le professeur, tout à l'heure, que à Ahidjo, quand il annonce ce référendum, je crois le 9 mai 1972, indique bien que ça pèse sur l'État, cette multiplicité d'institutions qu'il faut gérer. Il faut bien indiquer que Ahidjo dit dans ce discours que le budget de la partie anglophone du pays est essentiellement déficitaire. C'est-à-dire que malgré les ressources fédérales qui sont reversées à cette partie du pays, le budget est déficitaire. Et il faut donc que l'on essaie de trouver des ressources du côté francophone pour faire fonctionner le côté anglophone. Ahidjo pense que ce n'est pas normal, il faut mettre tout dans le même pot afin de mieux réguler et mieux gérer les ressources budgétaires publiques. C'était également la position de la Grande-Bretagne qui avait constaté effectivement cette fragilité. Nous allons revenir tout à l'heure parce que tous ces faits sont contenus, comme vous le savez, dans des livres d'histoire notamment, mais aussi de sociologie, de politique. Le livre était au centre de l'actualité cette semaine dans le cadre du Salon international du livre de Yaoundé sur le thème « Le livre, outil de consolidation de la paix et de l'unité », un thème fondateur qui épouse très bien les termes de ces débats et que je vous propose de revisiter dans ce zooming de Christian Batchegani. Le salut du Cameroun n'a pas de prix et autour de cette cause, nul n'est de trop. Tous autant qu'ils sont, les acteurs de la chaîne du livre ont été conviés à jouer leur partition dans la construction de la nation par l'ensemencement de la paix et de l'unité entre les lignes de la poésie, le théâtre, la nouvelle, le roman, l'essai et l'épistolaire. Tout un programme. Le livre demeure jusqu'à aujourd'hui le dépositaire de tous les savoirs. Le livre est à la fois un objet et une vie. Chaque fois que les troubles sont arrivés dans un pays, c'est par la réflexion, c'est par le livre qu'on est arrivé à l'entente et au savoir-vivre. Face au déferlement des abjections et de la haine, face aux tares et avatars de la société et surtout face à la lancinante multinationale du crime, les aristocrates de la plume sont invités à épouser l'ère du temps. Quand moi je dédicace, par exemple, je livre, je dis, j'ai utilisé les armes miennes pour pouvoir apporter la paix. Parce qu'effectivement, normalement, c'est les fusils qui apportent la paix, hélas. Mais moi aussi, les plumes de la colère apportent aussi ont aussi leur manière d'apporter la paix. L'engagement littéraire est donc une arme de réconciliation massive pour consolider le living together. Porter atteinte à l'unité nationale, au vivre ensemble. C'est le rôle que la presse joue. C'est un rôle de catalyseur. De régulateur me semble être plus à propos. C'est un rôle de régulateur. Elle choisit ce qui peut arriver aux oreilles, aux yeux du public. Et ça me semble être un rôle central dans notre pays. Dans l'histoire déjà, aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire que ce rôle a été toujours joué de façon parfaite? Non. On le voit tous les jours. Il y a des organes de presse qui ne jouent pas le jeu. On les critique aussi, d'ailleurs, et c'est tant mieux. Mais, de manière générale, c'est ce rôle de tamis que la presse a toujours joué et qu'elle va continuer à jouer. Notre quatrième invité est un sociologue, le professeur Armand Lekaïsomba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université de Yaoundé 1.
directeur du laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines. Tout à fait. Je vais commencer par vous citer dans un article, une tribune libre précisément, commise il y a quelque temps dans Jeune Afrique. Vous soutenez que être camerounais, c'est reconnaître que le Cameroun est le berceau de nos ancêtres, qu'il mérite le plus grand honneur et que son drapeau doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Cette écriture de l'identité, professeur Lekai Somba, correspond-elle à l'identité de la société camerounaise contemporaine? Oui, vous venez de citer un extrait qui n'est pas complet parce que le texte que vous citez, que j'avais commis il y a quelques mois à Jeune Afrique, allait beaucoup plus loin et indiquait qu'une autre dimension de l'identité camerounaise, c'est effectivement la capacité de se mettre en colère devant, lorsque effectivement des situations qui ne correspondent plus à cet extrait de l'hymne national, parce qu'en fait il s'agit, ces mots sont des extraits de l'hymne national. Aujourd'hui, il y a un malaise qui est perceptible, que personne ne peut nier, et qui fait que non seulement sur les réseaux sociaux, on a vu comment le drapeau qui est évoqué a fait l'objet de lacération. Aujourd'hui, on a introduit depuis quelques mois le terme de vivre ensemble dans la rhétorique publique et médiatique, et ce terme circule avec une forte prégnance, et ça a des implications, donc c'est révélateur effectivement de ce qu'il y a malaise. Et ce malaise est d'autant plus perceptible que on peut noter, alors même que le Cameroun avait fondé son identité ou sa distinction sur le fait que la paix sociale, l'unité était quelque chose, l'unité constituait toujours ce dogme. C'est un dogme politique que personne ne peut remettre en cause, ça a été évoqué tout à l'heure. Il y avait une forme de sacralisation de la paix sociale dans la rhétorique publique, c'était comme une rhétorique quasi consensuelle. Il faut remarquer que depuis pratiquement 2 ans, le Cameroun est devenu un peu banal, c'est-à-dire que dans un contexte où parfois dans la sous-région, des fratricides étaient en cours autour de nous, il y avait encore la possibilité, même dans des contextes de rareté monétaire et économique, il y avait encore la possibilité de s'appuyer sur cette distinction. Le Cameroun est un pays de paix, est un pays de stabilité. Boko Haram dans la partie septentrionale et la question anglophone sont venus modifier cette perception, et on a donc privé au discours public et au discours officiel la possibilité de s'appuyer sur ça, ce qui révèle effectivement que un malaise traverse notre histoire commune, et je pense que c'est pour ça que nous faisons ces discussions sur la problématique du vivre ensemble. Et nous parlerons, professeur Lekai Somba, nous parlerons de ce malaise-là dans la première partie de l'émission. Je voudrais vous proposer, avant de venir à cette thématique, d'évoquer un peu peut-être avec le professeur Diengwa quelques rappels historiques sur la route, la marche vers le référendum de 1972, du 20 mai 1972, et donc de l'avènement de l'État unitaire. Bon, je venais tantôt d'expliquer que en 1961, bon, disons que nous avons 2 entités, disons ça clair, 2 entités internationalement reconnues par les Nations Unies, n'est-ce pas? 2 entités qui se réunissent avec des gouvernements différents, de langues, de spécificités différentes, avec des gouvernements, d'assemblées et de consorts. Ces peuples sont venus par la réunification sur des bases concrètes. Et ces bases concrètes, c'était une constitution fédérale, n'est-ce pas? Et cette constitution, je dirais, parce que nous devons trouver, nous devons mettre, si vous permettez, la base de ces malaises, n'est-ce pas? On a trouvé que progressivement, on devait quitter d'un point à un autre. Ça, c'est une évolution politique normale. Et on a arrivé, comme j'avais dit, en 1972, qu'on a pensé que le pays devait quitter d'un État fédéral à un État unitaire. Et je pense qu'il y a une évolution politique
mais la plupart du temps qui n'a pas respecté la base de la réunification. Je pense ainsi que c'est ça les bases aussi de ces malaises, l'origine de ces malaises que nous devrons regarder pour parler de vivre ensemble, parce que selon moi, vivre ensemble, c'est quoi? On vit toujours ensemble. Depuis l'indépendance des Camerounais, vivre ensemble. Je dirais que ce slogan, c'est un slogan politique qui, de ma part... Rien de plus. C'est presque rien de plus, parce que nous vivons ensemble. Les Camerounais, de tous bords, vivent ensemble, n'est-ce pas? Les gens de mon village sont au sud, ils sont au nord. Les gens de votre village sont partout au Cameroun, donc des Camerounais. C'est pour cela que j'ai dit que la nation camerounaise, c'est une création de peuples camerounais qui ont voulu se vivre ensemble, n'est-ce pas? Et qu'on n'a pas pris ça, on a mal mené ces vivre ensemble. Je vais dire que vivre ensemble, c'est très facile, c'est très intéressant pour les gens que je vais appeler les bas peuples, n'est-ce pas? Parce que si vous sortez dans la rue, vous allez voir ces vivre ensemble. La vivre ensemble n'est pas cette vivre ensemble, pas des politiciens, n'est-ce pas? Parce que s'il y a de cadeaux au public, on va départager ces cadeaux comme les politiciens veulent. C'est que certains appellent le gâteau national. Oui, si on veut parler de gâteau national, c'est le politicien qui décide ce qu'il fait. Or, ça ne devait pas être le cas parce que nous voulons plutôt les institutions fortes, pas les politiciens forts. N'est-ce pas? Dans ce sens, on va dire que vivre ensemble, c'est des Camerounais doivent accepter. Ça ne devait pas être seulement des slogans. Ça devait être des pratiques sur le terrain, politiquement parlant, économiquement parlant et socioculturellement parlant. Et sur le plan pratique, donc, chez Tabilé, cette métaphore alimentaire, le gâteau national, Antoine Maringono en parle d'ailleurs dans son ouvrage « Les orphelins de la République ». C'est une expression très populaire au Cameroun depuis de longues années maintenant, j'allais dire depuis quelques décennies. Et c'est un problème réel? Un problème, le chroniqueur que je suis ne le voit pas ainsi, parce que au fond, tous les Camerounais semblent d'accord sur le fait que le patrimoine national devrait être géré de sorte que chaque individu... Et penser les plaies hideuses de la division et de la guerre dans des récits qu'inspirerait le succès épique des forces armées, la restauration de l'état de droit sans faiblesse ni excès. Avant-gardistes, la fiction et l'essai ont déjà balisé la voie du vivre ensemble. Daniel Abois, ni anglophone ni francophone, tous camerounais, pour magnifier l'état unitaire. Gaston Kelman, contre la nuit des ombres, qui embouche les trompettes contre le chaos. John Kemkom Kemkasson, Across de Mongolo, pour ramener autour de la table des concitoyens en rupture de banc avec la République. Paul Biya, pour le libéralisme communautaire, une ode à la justice sociale comme le vin du vivre ensemble. Nous ne voyons pas un outil supérieur au livre pour construire le développement d'une communauté, l'unité d'une communauté et le sentiment, la conscience communautaire. La littérature comme ciment de la solidarité, ce soleil de la paix que voulait Senghor au zénith de tous les horizons, une catharsis du peuple qui se nourrit à la sève de la fraternité et des caprices imparables du destin. Vous regardez Scène de presse, c'est la conclusion des débats du week-end par la CRTV. Professeur Leka Essomba, quelle est la menace, on va dire, la plus pesante sur l'unité nationale aujourd'hui? Je crois qu'avant qu'on y aille rapidement, il faut peut-être revenir. Les questions que nous évoquons sollicitent beaucoup l'histoire. Et je crois qu'il ne faut pas saisir l'histoire de manière partielle, il faut la saisir de manière entière. En fait, je crois qu'à la base, ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il y a des bases objectives et subjectives pour fonder, si vous voulez, un peuple, ou pour constituer un peuple. J'insiste sur le terme de constitution. Il y a une population, puisque la population est une catégorie statistique et démographique. La population, c'est différent d'un peuple. Un peuple est une catégorie subjectivement fondée, bien sûr, qui s'appuie sur un certain nombre de bases objectives. Donc il y a une population et un territoire
Sauf que les deux modalités de constitution d'un peuple, il y a une modalité qui s'opère par un choc interne. C'est-à-dire que les gens qui n'arrivent pas à s'entendre au travers de la guerre, etc., stabilisent l'idée que désormais, voici les circonstances qui peuvent faire qu'on avance. Bon, c'est ce qui s'est passé pour la plupart des pays en Europe, par exemple. Maintenant, il y a une modalité exogène. C'est ce qui s'est passé dans notre cas. C'est-à-dire que avant 1884, il n'existait rien sur la carte du monde qui s'appelle Cameroun. Dans le nom que nous portons, qui est devenu un patrimoine symbolique, personne ne peut s'en séparer aujourd'hui, c'est le fruit de l'étonnement d'un voyageur portugais. C'est-à-dire que Rio dos Camaroes, nous sommes des crevettes, nous avons assumé, camerounais, etc., etc. Donc il y a une forte contrainte externe qui, en 1884, va mettre des communautés qui vivaient sur des anthropologies tout à fait différentes, avec des nuances, etc., etc. Et donc, il n'y aurait jamais eu l'épisode de 1916, c'est-à-dire que la perte par l'Allemagne de la Première Guerre mondiale, qu'il n'y aurait jamais ni de problème francophone ni de problème anglophone. On parlerait en ce moment l'allemand, on serait tous des élites germanophiles, on serait dans une communauté probablement avec la Namibie, le Togo et d'autres pays. Donc 1916, alors que l'Allemagne a un butin territorial qu'on lui a donné à la conférence de Berlin en 1884, ce butin territorial est partagé par la Société des Nations. Et donc il y a une forte détermination externe à la base qui, dans le processus de constitution, donc en fait le Cameroun est une invention allemande quelque part pour forcer. Et ça c'est pour l'histoire, professeur Lekai Somba. Voilà, maintenant, très rapidement. Le grand danger aujourd'hui, la grande menace, c'est quoi? Alors aujourd'hui ce qui se passe c'est que les menaces se sont accumulées, c'est-à-dire qu'il y a eu des anomalies, il y a eu des nonchalances institutionnelles, il y a eu des paresses politiques qui se sont accumulées, ça a été évoqué. En 1961, il y a eu un référendum qui a installé une modalité fédérale de l'évolution du Cameroun. Ça a été dépassé en 1972 avec le référendum qui a été évoqué, dont le 20 mai. Et ensuite, le modèle de l'État unitaire a été donc accepté par l'ensemble des élites, comme l'a évoqué mon collègue le professeur Zengwa. Plus tard, sauf que dans ce processus, en fait, où les élites des deux côtés du fleuve Mungo se sont entendus, ils se sont entendus dans un contexte, il faut bien le préciser, particulier, c'est-à-dire que le temps du monde de l'époque, à la guerre froide, dans le temps politique local, c'était la dictature. Le référendum qui est organisé, en réalité, les élites ont tout simplement demandé à des populations s'ils acceptaient, oui ou yes, que le Cameroun soit un État unitaire. Et donc, lorsqu'on avance, c'est une métaphore pour dire qu'en fait, il n'y a aucune élection dans le contexte d'un État dictatorial où il y a eu en réalité une véritable... Donc, oui ou yes, c'est une métaphore pour dire qu'en fait, les élites étaient d'accord qu'on aille, voilà, donc qu'on aille vers le modèle de l'État unitaire. Maintenant, il faut savoir que dans le contexte de la démocratisation a eu pour effet, disons, d'ouvrir des cicatrices qui avaient été parfois hypocritement managées. C'est des problèmes parfois au sein même, soit des élites anglophones entre elles. Et au-delà de ça, il y a eu d'autres phénomènes. Vous savez que le Cameroun de 1972 s'appelait la République unie du Cameroun. Et donc lorsque cette mention de la République unie du Cameroun, par exemple, sera abolie par un décret, je crois, en 1987, certaines élites anglophones vont s'inquiéter en se disant, mais la République du Cameroun rappelle fort, paradoxalement, l'ancienne République orientale, dont la République française. Donc il y a eu beaucoup de processus, des phénomènes de frustration qui ont réveillé des cicatrices coloniales qui étaient mal gérées. Et donc en réalité on se retrouve devant des phénomènes comment on va dire, de gouvernance qui se compliquent. Mais le plus important c'est que en fait ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les manifestations contemporaines de cette crise aujourd'hui, en fait pour ma part traduisent une question sociale, mais qui en fait se greffe sur une question identitaire. La question sociale au Cameroun est transcommunautaire, sauf que nous sommes dans un cycle politique et culturel où nous sommes désormais incapables, en réalité, de mobiliser les gens à partir de la question sociale. La facilité fait qu'on peut plus facilement mobiliser des gens parce qu'ils sont tous anglophones ou parce qu'ils sont tous
du Nord, du Grand Nord, comme on dit au Cameroun, ou parce qu'ils sont tous de l'Est. Et donc, la communautarisation des rapports sociaux, l'ethnicisation des rapports sociaux, qui est une conséquence paradoxale de la démocratisation, va réveiller des anciens contentieux et va donc cristalliser ce processus. Et si vous ajoutez à ça ce que je considère comme le moment précis que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes à la veille d'un moment que j'appelle le moment de crue politique. C'est-à-dire qu'on perçoit bien que avec des élections qui sont des grandes élections qui même, d'une manière ou d'une autre, les gens ont l'impression que nous sommes à la fin d'un cycle politique et d'autres grandes interrogations sont donc soulevées. Le cycle politique, c'est qu'on a l'impression qu'au nom des lois, de la biologie, etc., quelque chose pourrait se passer. Ça va se passer quand personne ne sait. Et on commence, donc, un certain nombre d'entrepreneurs politiques essaye donc de remettre sur la table des contentieux qui n'avaient pas vidé. Ça prend donc la forme de tout ce qu'on voit, ça réveille des fièvres, ça accélère un certain nombre de critiques et ça fait que nous sommes devant une crise qu'on croit être... En fait, c'est une crise de constitution qui arrive, j'allais presque dire, ce sont des conséquences lointaines d'une crise de constitution. Crise de constitution au sens où un peuple se constitue et la constitution, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à une même communauté, est un sentiment qui se construit, qui s'entretient. Et lorsqu'il ne s'entretient pas sur la base d'un certain nombre d'opérations qui sont institutionnelles, qui sont des modalités. Je voudrais donc, avant toute autre chose, vous dire solennellement ce soir que le Cameroun est un pays plus que jamais debout. Un pays un et indivisible, fier de sa diversité culturelle et jaloux de sa liberté. Un pays riche de ses hommes talentueux et entreprenants. Un pays doté de ressources importantes. Un pays regardant l'avenir avec confiance et détermination, décidé à relever les défis pour garantir le progrès social et la prospérité de tous. C'était donc le président de la République, Paul Biya, le 31 décembre 2016, dans son message à la nation. Dans les débats comme en politique, c'est la fin qui compte. Et la fin des débats du week-end au Cameroun, c'est sur la CRTV, quand les intellectuels prennent position avec autorité et que les journalistes analysent l'actualité en toute liberté et avec une certaine témérité. Ces scènes de presse, point final des discussions de la semaine qui s'achève et point d'interrogation sur celle qui commence. Dans cette édition, nos invités défilent au pas des arguments sur le boulevard de l'Unité nationale à 7 jours de la 46e fête nationale, placée sous le thème « Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère ». Dans un contexte marqué par des menaces asymétriques, comment préserver l'unité nationale et vivre ensemble dans la différence? Question posée à nos 4 invités sur le plateau de Scène de presse. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur Scène de presse. Prudence Chétabili, bonsoir. Bonsoir Romuald Ntouisson-Ngok. Toute la semaine, la CRTV a déployé son accordéon d'éditorialistes, à commencer par le directeur général Charles Ndongo. Tous ont parlé de manière anaphorique de la nécessité de préserver la paix au Cameroun et l'unité nationale. C'est une sonnette d'alarme? Un nouveau coup d'avertisseur, effectivement, Romuald Ntouisson-Ngok. L'essentiel de la communauté nationale est au courant de ce que risque le Cameroun avec le contexte sociopolitique actuel, mais il se trouve encore quelques fausses bonnes idées
qui pourrait donner l'impression aux uns et aux autres que les difficultés actuelles sont peut-être légères, sont forcément passagères, vont s'effacer très rapidement. Il était question pour la CRTV et ses éditorialistes, par la plume de ses éditorialistes, de rappeler aux gens que du sang continue d'être versé, que la peur continue d'être distillée, que des avenirs continuent d'être hypothéqués parce que, quoi qu'on dise, l'école ne fonctionne toujours pas à 100% normalement dans une partie du territoire. Et donc, au moment de célébrer la fête nationale, il était temps de rappeler aux uns et aux autres qu'au-delà des belles idées qu'on peut agiter dans les débats, il y a cette urgence-là sur laquelle il va falloir se pencher tous et chacun une bonne fois pour toutes. Et tout cela va se poursuivre la semaine prochaine. Professeur Wilbrod Zengwa, bonsoir et bienvenue sur Scène de Presse. Merci mon ami Raoul. Historien, politologue, vous êtes également spécialiste des questions de paix et de conflit. Alors la question que je voudrais vous poser d'entrée de jeu, le 20 mai 1972, qui a choisi cette date et dans quelles circonstances? Bon, je dirais que en entrant de jeu, le français que je veux parler serait un peu approximatif. Mais je vais interpeller des Camerounais à chercher à comprendre ce que je veux dire. C'est le vivre ensemble. Merci. Bon, quel contexte qui a choisi la date? C'est la politique. C'est les politiciens camerounais qui ont choisi la date. Et dans quelles circonstances? Bon, je dirais que le Cameroun, c'est une nation créée spécialement par la volonté des Camerounais de vivre ensemble. Et des politiciens ont pensé que, après des années de séparation entre des entités, je dirais des entités anglophones, bon, cette partie du Cameroun qui a été administrée par des Anglais et d'autres parties qui a été administrée par des Français, on a trouvé une réunification en 1961. Mais le président Ahidjo a jugé que cette fédération, parce que cette réunification était sur une base de la fédération, Ahidjo a trouvé que cette fédération était vraiment chère pour gérer, parce qu'on avait 4 assemblées. Disons, l'assemblée de Eastern House of Assembly, une autre de l'Assemblée du Cameroun oriental, l'Assemblée fédérale et the House of Chiefs. Donc il a trouvé que c'était un peu cher. Tout cela était bien lourd. Oui, bien lourd, et il a jugé que c'était temps que les Camerounais viennent plus ensemble pour vivre en unité. Donc il décide le 9 pour organiser un référendum le 20 mai. Pour que les Camerounais... Donc on a posé une question qui était vraiment clé pour que les Camerounais décident s'ils voulaient vivre en paix, sur un point de développement, pour que le Camerounais se sente à l'aise chez eux. Donc cette question a fait en ce que, je vais insister que c'est tous les politiciens des deux bords, dans de section anglophone, section francophone, qui ont battu campagne pour cette élection. Et les Camerounais ont décidé pour qu'on change le fédéralisme à l'unité nationale. C'est donc la décision du peuple souverain. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Également avec nous ce soir, Parfait Seki. Bonsoir. Bonsoir Romuald. Journaliste, vous êtes le secrétaire général de la section camerounaise de l'UPF, l'Union de la presse francophone. C'est ça. Dites-nous, Parfait Seki, au-delà de la narration, quel est le rôle que la presse a joué et continue de jouer dans la construction de l'unité nationale? La presse est un tamis. Elle tamise, on va dire, les extrémismes, les radicalismes, parfois même les fascismes, qui veulent occuper l'espace public par son entremise. La presse tamise. J'avais d'ailleurs pour preuve la comparaison qu'on peut faire aujourd'hui entre ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui est une sorte de presse sans tamis, qui est une sorte d'espace où chacun peut se mouvoir comme il veut, selon qu'il veut. Et regardez la violence des propos, regardez comment ils sont débridés, décomplexés.
et lisez la presse, regardez la télé, écoutez la radio, et vous verrez qu'il y a fondamentalement une différence. Parce qu'il y a des professionnels qui ont régulé, tamisé, qui ont traité ce qui va être soumis au public. Et la presse a joué ce rôle qui me semble aller dans le sens de l'unité nationale. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle dépouille le discours de ses impuretés, celles qui peuvent permettre de porter d'intégration des hautes élites, etc. Ça débouche donc sur des processus comme ce que nous assistons aujourd'hui. Et vous me demandez avec les grandes menaces. Et ce que vous... précisément, la grande menace aujourd'hui, parce que on a tendance à comparer la menace Boko Haram à cette autre menace. Mais ce sont des menaces tout à fait... rapidement, la grande menace aujourd'hui, c'est la militarisation de l'adversité politique. C'est-à-dire que cette affaire s'est achevée en 1971, c'est-à-dire que le cycle où une guerre civile menaçait de faire imploser la communauté qui se constituait. Boko Haram est perçu comme une menace externe. Mais là, il s'agit, disons, d'un projet de divorce où l'adversité politique, alors que dans un contexte de civilité des rapports, on doit débattre, on doit discuter, on doit faire des manifestations. Mais là, à un moment donné, des Camerounais, d'autres Camerounais décident de prendre des armes et de régler par des armes, disons, un contentieux qui est... Donc ça, c'est la plus grande menace pour moi. C'est-à-dire que lorsqu'une armée est parfois obligée de tirer sur des personnes qui sont considérées comme des concitoyens. Donc la guerre civile, c'est pour ça que nous n'en sommes pas encore là, mais nous n'en sommes pas si éloignés. Et donc pour ma part, la plus grande menace qui pèse sur nos vies, parce que c'est des cicatrices qui vont être transmises de génération en génération et qui risquent d'alimenter des haines et des projets de fratricide beaucoup plus élevés encore. Et ça, c'est pour le côté pratique. Je voudrais qu'on revienne peut-être sur le discours par Fesiki, le discours politique notamment. L'écriture des mémorandas, quelle a été sa contribution dans tout ce que nous observons aujourd'hui? Bon, ils ont aidé à porter des revendications. Elles n'étaient pas identitaires, c'est vraiment des revendications locales, des revendications régionales. Moi, je me rappelle le mémorandum, par exemple, du Grand Nord a fait bouger une ou deux lignes, a permis à quelques personnalités d'entrer dans un gouvernement de façon inespérée. On a vu le mémorandum de l'Est, ce qu'il a pu faire pour certaines personnalités. Mais jusqu'ici, ils n'ont pas vraiment, ces mémorandums, provoqué une, on va dire, une cassure, une méfiance, la cristallisation de certaines, on va dire que, de certaines méfiances des uns vis-à-vis des autres, non, ou bien d'une certaine agressivité, une certaine offensive des uns vis-à-vis des autres. Non, je n'ai pas perçu ça. Moi, j'ai perçu ça comme étant d'une attitude normale d'une population qui veut s'exprimer, qui se regroupe, qui exprime de façon pacifique, avec ce discours écrit, qui est mis à la disposition de la nation, parce que ce ne sont pas en même temps des lettres qui sont envoyées au chef de l'État. Non, ce sont des contributions, des propositions, des requêtes qui sont publiquement exprimées afin que toutes les communautés du pays y aient accès, lisent et se rendent compte que à l'Est, il y a un problème de sous-scolarisation, il y a un problème, on dit aussi de marginalisation, il y a un problème de pauvreté. Nous sommes tous d'accord. D'ailleurs, quand vous entendez nos frères anglophones s'exprimer, pour beaucoup, nous sommes d'accord avec ce qui est dit, les revendications qui sont portées, les plaintes qui sont exprimées, on est d'accord. Ceux du Grand Nord aussi, on était d'accord. Donc il y a effectivement un problème de gouvernance, il y a des situations qu'on peut décrier, qu'on peut même corriger, qu'on ne corrige pas toujours. Les gens ont le droit de se plaindre. Mais je pense qu'il faut que
on continue à s'exprimer, que le pays s'exprime, c'est la vitalité, la vie sociale. Je parle à côté d'un sociologue, il faut que les peuples vivent, les communautés vivent, les sociétés vivent, et c'est pas des mémorandums, pas des revendications, parfois de rue, etc., que les peuples, les populations s'expriment. Et moi, je pense que le fait qui est gênant, c'est quand on militarise tout ça. C'est-à-dire quand on tue, quand des vies sont ôtées pour une revendication, alors je crois que quelque chose s'est cassé et que le combat doit être perdu. En parlant de vies perdues, le Cameroun a perdu beaucoup d'hommes dans le Grand Nord depuis les premières attaques de Boko Haram en 2014. C'est une guerre, professeur Dengwa, qui ralentit quand même l'action et l'activité de l'État, qui aurait consacré ses ressources et ses énergies à la promotion, on va dire, de cette unité nationale et à la redistribution même d'un certain nombre de fruits issus même de la croissance. Bon, merci beaucoup pour votre question. Je vais répondre autrement. Vous voyez, nous sommes dans une période de crise. Vous avez posé une question, la menace actuelle. Je vais souligner, je vais insister que la menace dans notre crise, c'est le refus persistant de l'existence de ce problème. La plupart des gens qui font des analyses sur les plateaux de CRTV ne veulent pas attaquer, aborder le problème comme se doit. Vous êtes sur la CRTV. Mais quel est le problème? Il y a le problème qui est clair. Quand on compare ces peuples avec peut-être les revendications du Grand Nord, les revendications de l'Est, c'est le refus persistant de comparer. Nous avons dit à l'entrée du jeu que c'est des entités différentes. Je suis d'accord avec le professeur, mon collègue, quand il retrace l'histoire. Parce que les gens disent, bon, le Cameroun, c'était un... Le Cameroun n'a jamais été un. Comme il a analysé, quel Cameroun, n'est-ce pas? Nous avons dit que le Cameroun, c'est la volonté des entités différentes de vivre ensemble, n'est-ce pas? Et il y a eu la base de cette vivre ensemble, c'est la Constitution de 1961. Disons clairement que cette Constitution n'a pas été respectée. Et respectons les clauses de cette Constitution. Nous avons des articles clés. Article 1, article 9, article 10, article 18, article 47 de la Constitution fédérale, qui n'a pas été respecté. Il a évoqué le problème de changement de nom. Aujourd'hui, nous sommes sortis du fédéralisme, professeur Dengwa. Tout à fait. En sortant de ce fédéralisme, nous devons tenir compte des Camerounais, des spécificités différentes, n'est-ce pas? On a parlé de terroristes, on a parlé de... Les gens ne doivent pas porter les armes contre la République, n'est-ce pas? Pour moi, c'est un peu... on blague, on est en train de blaguer. Il n'y a personne qui a le droit de tuer une autre personne. Et je vais souligner, la République, c'est qui? C'est les gens qui font la République. L'armée n'a pas le droit de brûler les villages. L'armée n'a pas le droit de tuer les civils. Les civils n'ont pas le droit... en condition de défense de la sécurité et de l'intégrité du territoire. Les civils n'ont pas le droit d'attaquer aux républiques. N'est-ce pas? De deux côtés, personne n'a pas le droit d'attaquer. N'est-ce pas? On a parlé de revendications. Je vais souligner, 1964, le professeur Bernard Follon a fait une revendication. N'est-ce pas? Il y a eu un mémorandum. Cette vivre ensemble ne marche pas. Il est en cours. Nous sommes en 64, en tant que nous sommes dans le fédéralisme. Et il dit, le vivre ensemble ne marche pas. 84,